Bonjour et bienvenue. Vous vous rendez compte, 60 000 boîtes de Gloomhaven, un jeu hyper attendu, qui reste bloqué des semaines dans un port. C'est énorme. Ou alors l'histoire de Judson Cowan de Tactics Games qui reçoit comme ça, paf, une facture surprise de 25 000 $, des taxes sur des jeux qui étaient déjà en chemin. Ah oui, le cauchemar pour un petit éditeur. C'est clair. C'est ce genre de situation vraiment brutale qui secoue le monde du jeu de société depuis début 2025. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est devenu franchement crucial. L'impact de cette guerre commerciale relancée par les États-Unis sur toute notre industrie du jeu. Oui, c'est plus qu'une simple info économique, là. On parle d'une vraie onde de choc qui pourrait bien menacer l'âge d'or qu'on connaît pour le jeu de société. Exactement. On a creusé pas mal le sujet, notamment en préparant notre article là-dessus, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu les mécanismes, pourquoi le secteur est si touché, comment les éditeurs essayent de s'adapter, parfois juste de survivre, et puis quelles conséquences ça a au niveau mondial. Y compris chez nous, en Suisse, on verra que c'est pas simple non plus. Et la question finale, qui paye l'addition de tout ça? Bon, alors, allons-y. Le cœur du problème, si on simplifie, c'est cette dépendance massive à la Chine. On parle de 80% des jeux de société et jouets vendus dans le monde qui sont fabriqués là-bas. Oui, 80%, c'est considérable. C'est le résultat de décennies où tout le monde a cherché à optimiser les coûts pour avoir des jeux accessibles. Une stratégie qui a longtemps été gagnante. Oui, mais qui aujourd'hui, avec la géopolitique, s'est transformé en une sorte de talon d'Achille. Et le point technique important à comprendre, c'est qui paye ces taxes. Ah oui, c'est pas l'usine chinoise. Et non, justement, les taxes douanières, elles sont appliquées quand les jeux entrent aux États-Unis. Donc ce sont les importateurs américains, en gros les éditeurs de jeux qui doivent payer, pas le fabricant en Chine. D'accord. Et début 2025, c'est devenu complètement fou cette histoire de taxes. On a vu une escalade vertigineuse. Ah oui, c'était la panique. Février, c'était 10%. Mars en passe à 20%. Avril, ça explose, 54%, puis même 145%. Un taux jugé dévastateur, c'est le mot qui revenait partout. Oui, 145%, c'est juste ingérable. Heureusement, il y a eu une sorte de trêve en mai qui a ramené le taux à 30%, mais bon, cette instabilité, elle reste. Scott Gaeta, de Renegade, il disait bien que sans prévenir, c'est quasiment impossible de prévoir quoi que ce soit. Et ça, c'est peut-être le pire. L'incertitude. Presque plus que le taux lui-même, en fait. Comment tu veux fixer un prix, lancer une production, engager des centaines de milliers de dollars, si tu sais pas si la taxe sera de 30% ou de 100% dans 2 mois? Ça bloque tout. Ça paralyse les décisions stratégiques, oui. C'est très compliqué. Et économiquement, les conséquences sont directes et souvent amplifiées par ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. C'est un concept clé qu'on détaillait dans notre article. Explique-nous ça simplement. En gros, la taxe, elle s'ajoute au coût de fabrication du jeu quand il sort de l'usine en Chine. Mais cette augmentation initiale, elle ne s'arrête pas là. Elle se répercute à chaque étape du jeu. L'éditeur doit garder sa marge, puis le distributeur, puis la boutique. Ah oui, chacun prend sa part sur le surcoût. Exactement. Donc, une taxe qui ajoute, mettons, 5 € au coût de production peut très bien se traduire par une augmentation de 20 ou 25 € sur le prix final en magasin, simplement pour que personne ne perde d'argent dans la chaîne. C'est énorme comme impact. Jamie Stegmaier de Stonemaier Games, il a donné un exemple qui fait vraiment peur. Son jeu phare, Wingspan, qui coûte normalement dans les 65 $, Oui, un classique maintenant. eh bien, avec une taxe de 145% qui durerait, il pourrait théoriquement monter à presque 200 $. 200 $. Comme il le dit lui-même, personne n'achète un jeu à ce prix. C'est la mort du produit, quoi. Et on voit déjà les effets. Des gros éditeurs comme Simon, très connus pour leurs jeux avec plein de figurines, Oui, les Kickstarter énormes. ils ont dû mettre leur production en pause. Ils s'attendent à des résultats financiers très mauvais. Et puis des plus petits, comme Final Frontier Games ou Greater Than Games, ils n'ont pas tenu le choc. Ils ont mis la clé sous la porte. C'est terrible pour eux. Et on repense à ces 60 000 boîtes de Gloomhaven, là, bloquées 2 mois. C'est 1,2 million de dollars de marchandises qui dort dans un port. C'est ça. Et les témoignages des professionnels sont assez alarmants. Price Johnson de Cephalofair, l'éditeur de Gloomhaven, justement, il disait au New York Times que ces taxes font carrément désintégrer leur modèle économique. Désintégrer, le mot est fort. Oui. Et John Stacy, le directeur de la GAMA, l'asso des fabricants nord-américains, il est assez pessimiste aussi. Il voit moins d'exposants au salon, il craint que beaucoup d'entreprises disparaissent d'ici 6 mois. C'est sombre comme perspective. Pour reprendre ce que disait Stegmaier, c'est vraiment perdant, perdant, perdant pour tout le monde dans l'histoire. Alors,
La question qui vient tout de suite, c'est mais pourquoi ne pas fabriquer ailleurs qu'en Chine? C'est la solution évidente, non? Ben oui, c'est la question logique. Mais la réponse, surtout pour les jeux plus experts, ceux avec beaucoup de matériel spécifique, elle est compliquée. C'est pas si simple. Thème industriel unique pour le jeu. Des réseaux de fournisseurs hyper spécialisés pour tout. Les dégravés, les figurines avec des détails fins, les meeples en bois de forme bizarre, les plateaux double couche. Tout est là-bas, en fait. Tout est concentré, optimisé. Les usines savent faire. En face, aux États-Unis, par exemple, l'infrastructure pour ce type de production est décrite comme squelettique. Squelettique. Carrément. Oui, Jamie Stegmaier racontait une anecdote assez folle. Faire fabriquer juste les boîtes vides aux USA lui coûterait aussi cher que de produire le jeu complet avec tout le matériel dedans, en Chine. Ah ouais, quand même. En Europe, on a de très bonnes usines, en Allemagne, en Pologne notamment. Mais les coûts sont bien plus élevés, parfois le triple de ce que ça coûte en Chine. Mais on voit quand même bouger les choses chez les géants du jouet, non? Eux, ils ont plus de moyens, leurs produits sont peut-être moins complexes aussi. Oui, eux, ils commencent à délocaliser, ou du moins à diversifier. Hasbro veut descendre à 40% de production en Chine d'ici 2026. Il regarde beaucoup vers l'Inde. D'accord. Mattel semble encore plus agressif. Il vise à n'avoir plus qu'une seule usine en Chine fin 2025. Et Spin Master, ceux qui font la patte patrouille, ils visent 20% en Chine en 2026, en allant au Vietnam, en Inde, au Mexique. Donc c'est possible pour certains. C'est possible, mais il faut voir l'échelle. Déplacer 30 ans de savoir-faire, de chaînes logistiques complètes, de réseaux de sous-traitants, ça se fait pas en un claquement de doigts. La Chine a cette efficacité, ses ports immenses, ses routes adaptées. Reconstruire ça ailleurs, ça prend du temps et de l'argent. Le cruel de la situation, hein. Les taxes sont censées encourager la production ailleurs, mais leur instabilité, leur imprévisibilité. Ça rend l'investissement super risqué. Voilà. Qui va mettre des millions sur la table pour construire une nouvelle usine si une décision politique dans 6 mois peut tout changer et rendre l'investissement caduc? C'est très compliqué. C'est un cercle vicieux en fait. Bon, alors si délocaliser, c'est si dur à court terme, comment les éditeurs s'adaptent? Une des stratégies qu'on observe, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Drôle de mot. Oui, c'est la contraction de shrink, réduire, et inflation. L'idée de base, c'est de réduire le contenu ou la qualité du produit pour essayer de limiter la hausse du prix affiché en rayon. Donc, on en a moins pour son argent ou c'est moins bien fait. C'est un peu ça, oui. Puisque les coûts de base augmentent à cause des taxes, on essaye de rogner sur ce qu'il y a dans la boîte pour compenser. On simplifie, on retire des éléments pour tenter d'absorber une partie du choc avant même de devoir augmenter le prix. Et on a des exemples concrets de ça, vers. Les recherches pour notre article en montraient quelques-uns. Oui, on pourrait par exemple voir arriver moins de jeux avec des tonnes de figurines en plastique si elles sont pas absolument vitales pour le jeu. Chaque bout de plastique, chaque meeple en bois, c'est un coût en plus qui peut être taxé. D'accord. Ou alors des composants de moins bonne qualité. On a vu le cas d'un fabricant de jouets éducatifs qui a dû revoir un gâteau d'anniversaire magnétique. L'aimant est moins puissant, il n'y a plus qu'un seul plateau au lieu de deux. Et même comme ça, le prix a augmenté. Oui, même comme ça, le prix a pris 5 $. Hasbro a même admis avoir redimensionné des classiques comme le toucher coulé ou Dr Maboul pour réduire les coûts. Hmm. Et pour nos jeux de société plus complexes, qu'est-ce que ça implique? C'est là que ça peut devenir un peu inquiétant pour les passionnés. Est-ce que ça ne risque pas de freiner la créativité, de pousser vers des jeux avec moins de matériel, des composants moins waouh? Moins de magie dans la boîte, comme disait quelqu'un? C'est ça. On aime aussi les jeux pour leur matériel généreux, leur belle production. La shrinkflation, ça pourrait grignoter un peu cette dimension-là. C'est un vrai défi pour les concepteurs. L'autre gros morceau de l'adaptation, c'est la logistique. Là, c'est devenu un casse-tête monumental, non? Ah oui, un cauchemar. Quand la taxe est retombée brièvement de 145% à 30%, on a assisté à une course folle. Tous les éditeurs ont essayé de faire venir le plus de stock possible pendant cette fenêtre très courte. Résultat? Explosion des coûts de transport maritime. Ouais. Et les ports complètement saturés. Trouver une place sur un porte-conteneur, c'était devenu la mission impossible. La galère. Du coup, les entreprises les plus organisées cherchent des parades logistiques. Produire plus près, c'est une option, mais limitée pour nos jeux, on l'a dit. Lego est souvent cité en exemple. Eux, ils ont des usines au Vietnam, aux USA, ça leur donne de la souplesse. Et les autres? Certains pensent à des stratégies de stockage plus malignes. Par exemple, le Spin Master envisagerait d'utiliser le Canada ou le Mexique comme des sortes de hubs, stockés là-bas pour ensuite approvisionner les États-Unis, peut-être pour éviter les taxes directes sur les importations depuis la Chine. Malin, en effet.
On voit aussi une tendance à simplifier les gammes, moins de versions différentes d'un jeu, un packaging optimisé pour prendre moins de place dans les containers. Chaque centimètre cube économisé, ça compte. Il y a un modèle économique qui semble particulièrement souffrir de tout ça, c'est celui de Kickstarter et des autres plateformes de financement participatif. Ah oui, eux, ils sont en première ligne. Pourquoi? C'est le principe même qui coince. Exactement. Le modèle Kickstarter repose sur le fait de fixer un prix, le fameux pledge, des mois, voire des années avant que le jeu soit réellement fabriqué et importé. Et donc impossible de prévoir ces taxes qui tombent du ciel. Voilà. Les créateurs se retrouvent complètement piégés. Ils ont récolté l'argent des contributeurs en se basant sur un calcul de coût qui ne tenait pas compte de ces nouvelles taxes. Et au moment d'importer les jeux, bim, ils reçoivent une facture fiscale qui peut anéantir leur marge. Voire les mettre en faillite. Oui, c'est un risque réel, surtout pour les petites structures. S'ils n'ont pas la trésorerie pour avancer ces taxes imprévues, le projet peut capoter. C'est un poids énorme. Et alors comment ils font? Quelle est la parade? On voit émerger une solution un peu douloureuse. Certains éditeurs commencent à prévenir dès la campagne Kickstarter qu'il y aura peut-être des frais de douane supplémentaires à payer. Ah bon? Comment ça? Ils le facturent après la campagne via ce qu'on appelle le Pledge Manager, l'outil où on confirme son adresse, etc. Ces frais sont variables, calculés au plus juste au moment de l'expédition. Donc c'est le contributeur qui prend le risque à la fin. En quelque sorte, oui. L'éditeur transfère une partie du risque commercial sur le backer. C'est peut-être une condition de survie pour certains projets, mais ça change un peu la donne pour ceux qui soutiennent. On peut avoir une mauvaise surprise à la fin. Il faut aussi qu'on insiste sur un point. Cette crise, elle ne touche pas que les États-Unis. L'onde de choc, elle est mondiale. Absolument. Faut pas croire qu'on est à l'abri en Europe. Déjà, le marché américain, c'est le plus gros pour les jeux de société. S'il ralentit, s'il achète moins, Forcément, les tirages mondiaux des jeux diminuent. et qui dit plus petit tirage, dit coût de fabrication par boîte plus élevé, à cause des économies d'échelle qui sont moins bonnes. Donc même en Europe, les jeux risquent de coûter plus cher. Tout à fait. Et l'Europe n'est pas non plus totalement épargnée par les tensions commerciales directes. Et il y a aussi des taxes sur certaines exportations européennes vers les USA, de l'ordre de 15% pour les pays de l'UE. Et puis il y a ce cas très particulier et assez préoccupant qu'on a analysé, le casse-tête suisse. Oui, là c'est une situation encore différente et assez brutale. On aurait pu penser la Suisse un peu à l'écart, mais fin juillet 2025, surprise, annonce d'une taxe de 39% sur les exportations suisses vers les États-Unis. 39%, c'est énorme. Presque le double de l'UE. Taxe risque de s'appliquer même si le jeu est fabriqué en Chine ou en Pologne. Comment ça? Si c'est l'entreprise basée en Suisse qui gère l'exportation, qui facture aux distributeurs américains, alors la taxe s'appliquerait sur cette transaction au départ de la Suisse. Ah oui, d'accord. Et avec l'effet multiplicateur dont on parlait? Le prix final aux États-Unis deviendrait prohibitif, quasiment invendable. Ça met les éditeurs suisses face à des choix très difficiles. Lesquels? Soit ils abandonnent ce marché américain, qui est souvent crucial, soit ils essaient de vendre des licences à des partenaires américains, mais là ils perdent une grosse partie de leur marge, ou alors il faut se lancer dans des montages logistiques compliqués. Genre? Faire transiter la marchandise par la France ou l'Allemagne pour que l'exportation vers les USA ne parte pas directement de Suisse et échappe à cette taxe spécifique. Mais c'est complexe, ça ajoute des coûts. Bref, le rêve américain pour un créateur suisse, ça devient un vrai parcours du combattant financier. Et tout ça, ça mène aussi à une sorte de fragmentation du marché mondial? On voit des éditeurs faire des choix étonnants. Oui, on a cet exemple de Leather Games, l'éditeur américain de Root et Arx. Ils ont annoncé qu'ils allaient allouer la majorité du premier tirage de leur nouvelle extension Arx au marché européen. Quitte à moins servir leur propre marché américain. Exactement, juste à cause des coûts d'importation devenus trop élevés entre la Chine et les USA. On pourrait voir de plus en plus ce genre de situation, des jeux plus chers ou moins disponibles d'un continent à l'autre. Bon, au final, la question qu'on se pose depuis le début, qui paye la note? Qui trinque dans toute cette histoire? La conclusion semble malheureusement assez claire. Oui, malgré toutes les stratégies d'adaptation, les jeux coûtent et vont coûter plus cher. Mattel l'a dit ouvertement, ils ont chiffré l'impact des taxes à 270 millions de dollars pour eux cette année, et ils ont annoncé des hausses de prix. C'est inévitable apparemment. On a même vu des exemples assez fous circuler, comme une poupée Barbie dont le prix aurait grimpé de 43% en une seule semaine aux États-Unis. Waouh. Ça donne une idée de l'ampleur. Le sentiment général dans l'industrie, c'est assez unanime.
Et pas très joyeux, oui, les prix augmentent. On verra sans doute moins de jeux publiés parce que prendre des risques coûte plus cher et l'innovation pourrait en pâtir. Moins d'audace. Peut-être. Les contraintes sur le coût du matériel, la nécessité de miser sur des valeurs sûres pour limiter les risques, ça pourrait freiner un peu la créativité la plus débridée. Et pour nous, les joueurs, les passionnés, ça veut dire quoi concrètement, au quotidien? Ben, plusieurs choses. Des prix plus élevés, ça on a compris. Surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, ça risque de se sentir. Oui. Ensuite, des risques de rupture de stock sur certains jeux, à cause de toutes ces difficultés logistiques qu'on a décrites. Il faudra être patient ou prévoyant. Exactement. Et puis malheureusement, un autre risque, c'est que ça favorise le marché de la contrefaçon. Ah oui, Quand les jeux officiels deviennent très chers ou difficiles à trouver, ça ouvre la porte à des copies illégales, souvent de mauvaise qualité d'ailleurs. C'est un effet pervers de plus. donc si on essaye de résumer cette exploration un peu mouvementée des coulisses du jeu, on est face à une crise assez sérieuse, déclenchée par des décisions de politique commerciale, mais qui secouent toute l'industrie. Oui, du créateur au joueur, et ça partout dans le monde. Avec des adaptations en cours, parfois dans la douleur, on l'a vu. Clairement, l'âge d'or du jeu traverse une zone de forte turbulence. C'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans notre article. C'est vrai. Mais il faut quand même souligner quelque chose d'important, hein. La résilience et la créativité de cette industrie, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'énergie. Les éditeurs, les auteurs, les distributeurs, les boutiques, tout le monde se démène pour continuer à faire vivre cette passion, à nous proposer des jeux. Le jeu, ça reste essentiel, comme source de plaisir, de lien social, même d'apprentissage. Et cette capacité à trouver des solutions face à l'adversité, elle est remarquable. Une note d'optimisme bienvenue, Evelyne. Et peut-être, pour finir et laisser matière à réflexion, au-delà de l'impact immédiat sur les prix et la disponibilité qu'on a beaucoup abordé, est-ce que cette crise économique, logistique, ne pourrait pas finalement forcer une évolution plus profonde, une évolution dans la conception même des jeux? C'est-à-dire, Est-ce qu'on va assister à une sorte de prime à l'ingéniosité purement mécanique? Des jeux qui séduisent avant tout par l'élégance de leurs règles plutôt que par l'abondance du matériel? Ou à l'inverse, est-ce qu'on verra un retour en grâce du produit local, même s'il est plus cher, comme une sorte de gage de stabilité ou une valeur en soi? intéressant comme question. Quel visage aura le jeu de société de demain, façonné non seulement par l'imagination des créateurs, ça c'est sûr, mais aussi par ces nouvelles contraintes, ces nouvelles réalités géopolitiques et économiques? C'est une histoire qui est en train de s'écrire là sous nos yeux.